Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler d'Affinity Designer, qui est un logiciel de conception graphique vectorielle, très similaire à ce que peut proposer le logiciel Illustrator de la suite Adobe. Alors encore faut-il savoir ce qu'est la création graphique vectorielle. Alors, je vais vous prendre un exemple. Alors ça va mettre un peu en opposition au mode pixel traditionnel qui permet de représenter donc normalement les choses à l'écran. Donc là vous avez deux ellipses. Une de ces deux ellipses a été créée en mode pixel, c'est-à-dire est constituée de pixels, et l'autre ellipse pour le coup a été créée en mode vectoriel sur, en l'occurrence ici, Affinity Designer. Donc c'est si je zoome que je vais tout simplement voir la différence entre ces deux ellipses. À 100% de taille on voit pas la différence, vous voyez que là si je zoome, l'ellipse en pixels on la reconnaît, c'est celle de droite, vous voyez tout un tas de pixels qui apparaissent au zoom, tandis que la forme vectorielle, elle, même si on zoome à l'extrême, elle reste très nette. C'est parce que tout simplement cette forme vectorielle n'est pas constituée de tout un tas de pixels mis bout à bout, mais est constituée en réalité de coordonnées, de points qui la constituent. Donc en l'occurrence ici 4 points, vous les visualisez, et ce sont donc des vecteurs qui sont tracés entre ces points, des courbes, qui relient ces points et qui constituent le cercle final. Donc quel est l'intérêt d'utiliser un mode vectoriel plutôt qu'un mode pixel ? Donc l'intérêt dépend du type de réalisation que vous souhaitez mettre en place. Par exemple un logotype qui va être décliné très certainement à des tailles assez variées, en grande taille, en très petite taille, il a tout intérêt à être créé en mode vectoriel. Parce que en mode vectoriel, si vous prenez votre logotype et que vous l'agrandissez, vous n'allez pas faire ressortir quelques pixels que ce soit. Je reviens à 100%. Tandis que le logotype que vous avez créé en pixels, le problème c'est que vous l'agrandissez, c'est que vous agrandissez également les pixels, donc vous allez avoir cet effet d'escalier qui va ressurgir. Donc de préférence, quand vous créez un logotype, vous partez sur le mode vectoriel. Après, pour des réalisations qui sont destinées à un affichage purement sur écran, sans variation particulière de taille, a priori vous restez sur du mode pixel, c'est pas trop problématique. Encore que, avec les écrans à haute densité de pixels, ça peut être intéressant aussi d'utiliser, même pour une destination web, des images vectorielles en SVG. On en reparlera un petit peu plus tard. Alors par contre, il y a des choses qui sont pas accessibles en mode vectoriel, tout un tas d'effets, notamment les ombres portées, qui s'appliquent forcément en mode pixel. Mais pareil, quand vous souhaitez incruster une texture dans une forme, c'est forcément une texture en pixel. Une texture, c'est une image. Donc il y a aussi certaines limitations qui sont dues à ce mode vectoriel. Alors on va voir aujourd'hui de quelle manière créer un nouveau document, une nouvelle composition sur Affinity Designer, et ensuite nous allons travailler les différentes formes entre guillemets primitives qui sont proposées dans l'application et comment les paramétrer en termes de couleurs unies de remplissage, de contours, gérer les plans aussi et grouper les différents éléments. Alors, pour créer une nouvelle composition dans Affinity Designer, vous passez normalement par le menu Fichier Nouveau. Alors si vous ouvrez l'application et qu'aucun document n'est déjà ouvert, il vous proposera de toute manière une petite fenêtre avec la création de nouveaux documents. Donc là, pour le coup, c'est, vu que j'ai déjà un document ouvert, Fichier Nouveau. Et vous allez tomber sur cette boîte de dialogue avec en partie supérieure des pré-réglages. Alors vous avez les vôtres si vous en avez mémorisé, mais sinon vous avez des pré-réglages déjà établis. Le pré-réglage imprimé, le pré-réglage press ready, photo, web, périphérique, architecture. Alors en fait, ce que ça fait essentiellement varier, ce sont les unités utilisées, ainsi que ce qu'on appelle le mode colorimétrique utilisé et la résolution.
Donc par exemple, si vous allez en imprimer, vous avez ici tout un tas de formats d'impression qui sont proposés, et notamment les formats A, de A0 jusqu'à A10 en l'occurrence ici. Mais aussi, vous voyez, des formats carte de visite, standard, etc. Donc si vous prenez un de ces formats prédéfinis, par exemple ici le A4, vous voyez que tout simplement, il m'a automatiquement passé les unités en millimètres, il m'a prédéfini la largeur et hauteur de la page, 210 par 297 mm pour le format A4. Et de base, il m'applique ce qu'on appelle un mode colorimétrique RVB sur 8 bits. Alors, vous ne prenez pas trop la tête là-dessus, dites-vous qu'il y a deux modes colorimétriques existants, hein. Le mode CMJN et le mode RVB. Généralement, on utilise le mode CMJN pour les documents qui sont destinés à une impression par un imprimeur, hein. Le CMJN, ça signifie en réalité cyan, magenta, jaune, noir, c'est-à-dire qu'on va projeter de l'encre cyan, de l'encre magenta, de l'encre jaune, puis de l'encre noire sur la feuille de papier pour donner la couleur finale, hein. Tandis que le mode RVB signifie rouge, vert, bleu, hein, c'est un mode colorimétrique pour les compositions qui sont destinées soit à un affichage sur écran, soit une impression par une imprimante jet d'encre que vous pourriez avoir à domicile, hein, par exemple. Et à ce moment-là, effectivement, on est plus sur un mode de projection de lumière en réalité. On projette de la lumière rouge, de la lumière verte et de la lumière bleue à l'écran et ça vous donne la couleur finale. Et vous avez donc le mode hexadécimal que je vous ai rajouté, c'est la même chose que le RVB. Le code hexadécimal étant donc utilisé, vous l'avez vu si vous avez vu le module HTML et CSS, pour la partie intégration web. C'est une équivalence donc du RVB. Donc je vous l'ai mis ici, les deux premiers caractères correspondent en fait à la valeur de rouge, troisième et quatrième caractère à la valeur de vert, cinquième et sixième caractère à la valeur de bleu. Voilà, donc ce sont des équivalences, c'est une équivalence du RVB en tout cas. Donc quand vous créez un nouveau document et que vous prenez ici le mode imprimé avec un format prédéfini, il vous laisse en RVB, parce que ça suppose que vous imprimiez chez vous sur votre imprimante maison en fait. Si par contre je passe sur Press Ready, alors je vais avoir à peu près les mêmes formats, sauf que là, vous voyez qu'il me passe en format de couleur CMJN. Donc là on est vraiment sur du pré-press, donc c'est destiné à une impression par un imprimeur. Si par contre je vais sur le mode web, là pour le coup, je prends par exemple ce format là, il me passe non plus en millimètres mais en pixels, avec un format prédéfini d'écran. La résolution change, vous voyez aussi que quand on est en mode impression, on est sur, alors c'est le DPI la résolution, sur 300 DPI, c'est-à-dire que DPI signifie dot per inch, ou point par pouce, c'est le nombre de points imprimés tous les pouces, c'est-à-dire tous les 2,54 cm. Et là on aurait donc 300 points d'impression tous les pouces. Donc ça c'est la résolution type quand on imprime un document. Et en mode web par contre on est sur du 72 dpi généralement. Donc de toute manière voilà, c'est pas la résolution c'est en rapport à l'impression, là il n'y a pas d'impression, donc ce qui compte à ce moment là c'est le nombre de pixels que vous définissez en largeur et en hauteur pour votre document. Donc voilà, vous avez des formats comme ça qui sont prédéfinis. Mais bien entendu, vous pouvez tout à fait créer votre propre largeur et hauteur de composition. Par exemple, je vais dire, je veux, je sais pas, 30 cm par exemple. Alors attention à ce moment-là, changer l'unité, passer soit en millimètres, soit en centimètres. Donc 30 cm par 40 par exemple. C'est destiné à l'impression, donc je lui mets 300 pixels par pouce. Alors vous voyez l'orientation, ça permet tout simplement de permuter la largeur et la hauteur. Vous voyez, je suis passé en mode paysage, il m'a permuté les deux, et si je repasse en mode portrait, il me repermute les largeurs hauteurs. Vous avez ensuite, si c'est destiné en tout cas à une impression par un imprimeur, le format à ce moment-là a changé et a passé en CMJN/8.
Vous avez ensuite le profil de couleur associé. Alors restez sur du web coated. Alors ça veut dire que vous utilisez en gros du papier couché. Alors vous avez le papier couché ou non couché, le uncoated. Le papier couché, c'est tout simplement un papier sur lequel on a une pellicule qui a été rajoutée et qui permet d'imprimer en utilisant moins d'encre, et ça fait ressortir un petit peu plus les couleurs. Et voilà, vous avez du coup, vous voyez, créé votre propre format de document, que vous pouvez d'ailleurs, en cliquant sur plus, mémoriser dans vos pré-réglages pour une prochaine utilisation. Alors d'ailleurs, vous pouvez faire un clic droit ici et renommer le pré-réglage pour l'appeler différemment, format perso par exemple. C'est tout à fait possible. Alors à rajouter à ça la partie ici marge et fond perdu. Alors que sont les marges, que sont les fonds perdus? Hop, je vous ai fait ici un petit schéma. Alors si par exemple vous voulez aller imprimer sur du A4 et c'est destiné à l'impression par un imprimeur. Donc le format fini, ce sera effectivement le A4. Donc le A4 faisant 21 cm par 29,7 cm. Donc ça serait ça le format fini, le format définitif que vous aurez entre les mains une fois que tout sera réalisé, imprimé, découpé par l'imprimeur. Donc la marge, ça va être quoi? Ça va être une zone que vous allez définir à l'intérieur de votre format fini. Je vais la faire par exemple en vert et en pointillé. Hop. De cette manière-là. Je sais pas si vous voyez bien le vert. Voilà. Donc ça, ce qu'on appelle les marges, c'est en gros une zone de sécurité à l'intérieur du format fini, à l'intérieur de laquelle vous allez pouvoir caler tous les éléments que vous n'aimeriez pas voir tronquer au moment de la découpe par le massicot, si la découpe est un petit peu foirée, on va dire. Donc voilà, c'est une zone de neutralité, si vous voulez, de sécurité, dans laquelle vous allez pouvoir mettre tous les éléments à ne pas voir être découpés au moment de la découpe du format fini. Et les fonds perdus, c'est donc une zone que vous allez rajouter au-delà du format fini, et sur laquelle justement là vous allez étendre les éléments de fond, de couleur par exemple, pour qu'au moment où la découpe va se réaliser, si la découpe se fait par exemple un petit peu décalée vers la gauche du format fini, parce que le massicot est pas bien calé par exemple, tout simplement que la découpe se fasse dans la zone de fond perdu sur laquelle vous avez étendu votre fond par exemple, et que comme ça vous n'ayez pas sur votre format fini définitif une zone blanche qui correspond au décalage de la découpe. Donc ça veut dire en gros que si vous prévoyez je sais pas, par exemple un bandeau de couleur qui de base était censé être par exemple comme ça dans votre format fini, faites en sorte que ce bandeau de couleur s'étende jusqu'à la zone de fond perdu, et de cette manière là, si la découpe se décale ici vers la gauche, on tombe dans le fond perdu, donc on a quand même la couleur qui apparaît à l'intérieur du format fini et pas quelque chose de blanc. Donc voilà pour ici donc les marges dans la composition, et donc les fonds perdus qui se rajoutent donc à l'extérieur du format fini, à l'extérieur de la composition. Donc si je reprends mon format perso, si je veux des marges, tout simplement, je coche ici inclure les marges et je définis les valeurs de ces marges. Par exemple, 0,5 cm. De base, elles se reprennent sur la droite, le haut et le bas. Si vous voulez des marges différentes, il faut cliquer sur ce petit bouton. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir des marges différentes en fonction des côtés.
Vous avez ensuite en dessous les fonds perdus. Alors, bien sûr, tout ça c'est dépendant de ce que vous dira l'imprimeur. Si l'imprimeur il vous dit tiens, il me faut 5 mm de marge, vous mettez à ce moment-là effectivement 0,5 cm. S'il vous dit qu'il faut 0,8, vous mettez 0,8. Hein. Pour les fonds perdus, c'est pareil, il va vous dire il me faut des fonds perdus de 4 mm de chaque côté. On mettrait à ce moment-là 0,4 cm, ou si vous êtes en unité millimètre, directement 4 mm. Donc voilà, ça dépend de ce que vous dira votre imprimeur. Et quand vous avez terminé, vous cliquez sur, alors je vais réenregistrer le format, vous cliquez sur créer. Et voilà ce que vous avez à l'écran. Vous retrouvez votre format fini qui apparaît en blanc, les marges ici définies par la zone bleue, et ensuite le fond perdu, les fonds perdus même, ici, par ce cadre à l'extérieur du format fini. Voilà. Donc ça vous permet comme ça de vous repérer. Alors, je ne sais pas si vous avez vu aussi, vous aviez ici quelque chose qui s'appelle créer un plan de travail. Si vous cliquez là-dessus, à ce moment-là, vous avez un document qui reste similaire, voilà, la zone blanche pour le format fini, le bleu pour les marges, le fond perdu qu'on voit également. Mais vous voyez que l'arrière-plan n'est plus noir, il devient grisé. Donc ça signifie tout simplement que vous avez enclenché la partie plan de travail, et ça va vous permettre tout simplement sur une seule et même composition de créer plusieurs plans de travail. Donc qui sont les équivalents de plusieurs compositions dans un même document. Par exemple, si vous voulez une carte de visite en recto verso, vous feriez le plan de travail recto et le plan de travail verso. Alors vous avez à ce moment-là l'outil plan de travail. Alors je vous le dis, il se trouve dans la barre de gauche, qui est ce qu'on appelle la barre d'outils. C'est cet outil-là, et ça va vous permettre tout simplement de créer d'autres plans de travail qui peuvent avoir leur propre format tout simplement. Alors pour le moment, on ne travaillera pas cette partie-là. Donc je reste sur ce document-là sans activer la notion de plan de travail. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant pour être sûr d'avoir à peu près la même configuration, c'est de réinitialiser tout simplement l'espace de travail de Affinity Designer. Alors vous allez trouver ça en passant par affichage, studio. Et vous avez tout à fait en bas, réinitialiser studio. Voilà, ça permet de remettre la configuration un petit peu comme elle est à l'origine. Donc on va trouver quoi? On va trouver tout à fait à gauche la barre d'outils qui contient les outils permettant de créer donc les formes vectorielles et d'autres choses d'ailleurs que ça. On le verra tout au long de la formation. Vous avez ensuite ici deux palettes avec deux onglets, contenu et apparence. Donc apparence qui permet de récapituler, vous le verrez, les propriétés d'une forme vectorielle, notamment avec son contour et son remplissage. Et ensuite vous avez des éléments graphiques qui sont prédéfinis, que vous pouvez réutiliser en les faisant glisser tout simplement. Comme ici une barre de téléphone iOS. Et tout un tas d'autres éléments. Voilà. Les messages, etc., etc. Alors si ça vous intéresse pas, moi ça m'intéresse pas particulièrement, vous pouvez, en maintenant le clic sur les deux petits traits complètement en haut à gauche, déplacer donc ces deux éléments. Vous les avez comme ça sous forme de palette flottante et vous pouvez à ce moment-là tout simplement fermer ces deux éléments. Et on se retrouve plus qu'avec la boîte à outils. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça vous permet de gagner un peu de place à l'écran. Vous avez ensuite en partie droite les différentes palettes disponibles. Chaque palette proposant tout simplement ses propres options, va-t-on dire. Et vous avez ensuite en partie supérieure d'autres options disponibles et notamment les propriétés des outils que vous sélectionnez dans la boîte à outils. Donc si par exemple je prends l'outil rectangle, vous verrez que j'aurai des propriétés ici propres à cet outil là. Idem pour la plume, vous voyez on a tout un tas d'options relatives à cet outil sélectionné. Et ensuite tout à fait en haut, vous avez tout simplement le menu de l'application
qui permettra notamment d'enregistrer le document, de fermer le document et de passer au persona, notamment pour la partie export. Alors on va se focaliser aujourd'hui sur les formes primitives, les formes de base qui sont proposées par Affinity Designer. Alors vous les avez ici, ce sont ces formes bleues dans la boîte à outils. Donc vous avez l'outil rectangle, l'outil ellipse, l'outil rectangle arrondi et l'outil triangle. Alors vous voyez qu'en bas à droite de l'outil triangle, on a une petite marque. On a pareil ici pour l'outil texte et pareil ici pour l'outil nœud. Donc ça veut dire que vous avez d'autres outils qui sont cachés sous cet outil-là. Et pour y accéder, il faut soit faire un clic droit sur ce bouton, ce qui vous ouvre du coup toutes les autres possibilités disponibles, ou à ce moment-là juste maintenir le clic gauche dessus, ce qui a le même effet que le clic droit, ça vous affiche la liste des autres outils qui sont cachés à l'intérieur. Et vous voyez qu'au-delà de l'outil triangle, on a tout un tas d'autres formes disponibles, l'outil losange, trapèze, etc., etc. On va pas tout passer en revue, on va vraiment juste se focaliser sur le rectangle et rapidement parler de l'ellipse, rectangle arrondi et triangle, je pense, mais le fonctionnement après est très similaire d'une forme à l'autre. Alors, admettons, vous souhaitez créer tout simplement un rectangle sur votre composition, tout simplement vous cliquez sur l'outil rectangle et vous voyez une croix qui apparaît au niveau de votre curseur. Si vous maintenez le clic à cet endroit-là, ça veut dire que vous allez commencer à tracer votre rectangle à cet endroit-là. Donc je maintiens le clic, tout en maintenant le clic, je trace mon rectangle et quand il est à peu près à la taille voulue, je relâche le clic, hop, et ça y est, il se crée sur ma composition. Alors, ce que vous pouvez remarquer, c'est que ce rectangle a une couleur de remplissage. Cette couleur de remplissage, c'est celle qui se trouve ici tout à fait en haut de l'application. Donc on a une couleur grise. Alors, ça peut se changer, bien entendu, à tout moment. Alors, important, toutes les modifications que vous êtes amené à faire ne peuvent se faire que sur une forme qui a été au préalable sélectionnée. Alors à quoi on voit qu'une forme est sélectionnée ? Là c'est déjà le cas, vous voyez, je viens de la tracer donc elle reste sélectionnée. Elle va avoir tout simplement des poignées bleues qui vont l'entourer, avec cette espèce de trait bleu également de sélection, ce cadre de sélection. Donc ça indique que l'objet est sélectionné, c'est-à-dire c'est celui sur lequel vous allez pouvoir travailler via les différentes options de l'application. Si par contre vous avez quelque chose comme ça, vous n'avez pas ce cadre de sélection bleu et les poignées au niveau de l'objet, ça veut dire que là vous n'avez pas sélectionné la forme, donc tout ce que vous allez faire ne va pas pouvoir s'appliquer à cette forme-là, ça se fera dans le vide en gros. Donc si jamais vous avez ce cas de figure-là et que vous souhaitez donc pouvoir sélectionner votre forme pour la manipuler, il est très important ici au niveau de la barre d'outils d'aller chercher l'outil déplacer ou flèche noire. Alors le raccourci clavier c'est V, c'est-à-dire que si j'appuie sur V, hop, automatiquement il m'active l'outil déplacer. Et avec cet outil déplacer, vous allez pouvoir tout simplement cliquer sur la forme qui vous intéresse pour la sélectionner. C'est-à-dire que si j'avais eu une autre forme ici par exemple, si je clique avec l'outil déplacer sur le rectangle, je prends le rectangle. Si par contre je clique sur l'ellipse, je suis sur l'ellipse et je travaille sur l'ellipse. Donc ça c'est important, toujours sélectionner la forme que vous souhaitez travailler. Alors ça peut se faire différemment. Vous avez en partie droite ici la palette calque et vous pouvez aussi cliquer sur le calque de l'ellipse ou sur le calque du rectangle et vous voyez que ça les sélectionne instantanément. Alors, en tout cas moi je clique sur le rectangle. Ces fameuses poignées, ce cadre de sélection, ils vont me permettre plusieurs choses. Première chose, si vous prenez une des poignées des côtés, côté droit, côté gauche, en haut ou en bas, tout simplement en maintenant le clic sur une de ces poignées, vous allez pouvoir, vous le voyez, redimensionner votre rectangle. L'étirer pour l'agrandir ou le réduire.
Idem, vous voyez, pour la poignée du haut, pour la poignée du bas, et pour la poignée de gauche. Et vous relâchez le clic une fois que vous atteignez la transformation souhaitée. Pour les poignées que vous avez au niveau des angles, c'est la même chose, sauf que vous redimensionnez en même temps la hauteur et la largeur de votre forme. En déformant bien sûr l'objet là. Alors si vous souhaitez redimensionner, agrandir par exemple ou réduire l'objet mais en conservant les proportions largeur-hauteur, à ce moment-là vous vous mettez toujours sur une des poignées des angles, mais vous cliquez, vous maintenez le clic et vous maintenez ensuite la touche maj. C'est-à-dire que là j'ai le clic enfoncé et la touche maj enfoncée. Vous voyez que quand je redimensionne, je conserve les proportions largeur-hauteur. Alors c'est d'ailleurs marrant de remarquer que c'est aussi ce qui permet de créer des carrés. Si vous prenez l'outil rectangle et que au moment où vous tracez votre rectangle, vous maintenez en plus du clic la touche Shift, la touche majuscule, à ce moment-là vous créez un carré parfait. Si je relâche la touche Shift, hop, à ce moment-là c'est un rectangle. Donc, la touche Shift ou majuscule temporaire permet donc de contraindre une largeur et hauteur identiques. Ce qui marche aussi d'ailleurs avec l'ellipse. Là de base je fais une ellipse, si au moment où je trace je maintiens la touche maj ou Shift, à ce moment-là c'est un cercle que je crée, et plus une ellipse. Voilà. Alors au passage, pour supprimer un objet, vous prenez donc l'outil déplacer, vous cliquez sur l'objet concerné, et après vous appuyez sur la touche Supr du clavier, ça supprime donc votre objet. Si vous voulez déplacer un objet, c'est pareil, c'est toujours ce même outil déplacer, vous maintenez après le clic sur l'objet souhaité, et vous le déplacez avec la souris. Ça c'est assez intuitif. Donc voilà, on a vu ce cadre de sélection, les poignées qui servent à redimensionner donc l'objet. Donc poignée des angles pour redimensionner largeur et hauteur simultanément, et si vous maintenez à ce moment-là en plus la touche maj ou Shift, encore une fois, vous redimensionnez en conservant le ratio largeur-hauteur. Alors la petite ellipse que vous avez ici, c'est l'outil de rotation, c'est-à-dire que si vous maintenez le clic là-dessus, à ce moment-là, vous pouvez tourner tout simplement votre forme. Alors chose que vous pouvez faire aussi en vous mettant au niveau d'une poignée des angles, mais pas sur la poignée, mais un peu à l'extérieur. À ce moment-là, vous voyez que on n'est pas sur le même type de curseur, on est sur un curseur ici arrondi. Si à ce niveau-là je maintiens le clic, c'est pareil, j'applique une rotation à mon objet, donc c'est vraiment la même chose que ce petit bouton ici. Alors pour continuer, partie supérieure ici, donc vous avez les options par rapport à l'objet que vous avez sélectionné. Donc là, première option, le remplissage. Vous retrouvez ici le rouge, le vert et le bleu. Donc avec un slider qui va de 0 jusqu'à FF, donc le maximum de couleur rouge. Donc vous pouvez tout simplement dire, je mets pas de rouge par exemple dans la couleur, je mets pas de vert et je mets un max de bleu par exemple. Là vous avez un remplissage bleu qui s'effectue. Et donc travailler la couleur avec ces différents curseurs, vous pouvez, ou alors vous utilisez tout simplement ici cette espèce de roue chromatique, alors c'est pas vraiment une roue chromatique, et aller piocher tout simplement la teinte dans ce sélecteur de teinte. Alors vous pouvez aussi avoir un curseur non pas en RVB hexadécimal mais RVB tout court, on n'a pas ici les mêmes valeurs tout simplement, le vrai RVB à ce moment-là ça va de 0 jusqu'à 255 et pas de 0 jusqu'à FF. Et vous avez d'autres modes, teinte, saturation, luminosité, le CMJN, etc., etc. Alors vous avez aussi la roue chromatique, qui est la même que celle qui est dans la palette couleur d'ailleurs, qui vous permet donc d'aller piocher ici la teinte souhaitée, puis la luminosité et le contraste de votre teinte. Alors, sachez que
Vous allez pouvoir également, suite à une forme primitive de base comme ça tracée, modifier les points qui constituent cette forme. Alors il faut pour ça utiliser l'outil nœud. Le problème c'est que de base sur une forme primitive, l'outil nœud il n'aura aucune action. Vous voyez, ça change rien par rapport à ce que j'avais avec l'outil déplacé. Donc l'outil nœud il ne sera efficace qu'à partir du moment où vous allez transformer votre forme primitive en courbe. Et vous allez pouvoir faire ça en effectuant un clic droit sur votre forme et en choisissant ici convertir en courbe, ou le raccourci clavier, vous maintenez la touche CTRL et vous appuyez sur entrée, c'est la même chose. Donc vous sélectionnez votre objet avec l'outil déplacer, CTRL entrée ou clic droit, convertir en courbe. L'autre solution, c'est de passer par la partie supérieure et d'aller choisir ici le bouton convertir en courbe. Une fois que vous avez fait ça, vous pourrez tout simplement, grâce à ce que j'appelle la flèche blanche, mais ça s'appelle l'outil nœud, prendre le point qui vous intéresse de votre forme et en maintenant le clic dessus, tout simplement le déplacer pour créer une forme un peu différente de la forme d'origine. Chose intéressante, toujours avec cet outil nœud, si vous ne vous mettez pas sur le point mais à côté du point, soit sur cette ligne-là ou sur cette ligne-là, à ce moment-là, vous allez pouvoir, en maintenant le clic, créer une tangente, elle apparaît ici, qui permet de créer une courbe à ce niveau-là. Donc après, vous pouvez maintenir le clic sur la poignée de la tangente, réduire la courbe, augmenter la courbe, la déplacer, la changer de côté tout simplement, à votre convenance. Alors vous voyez que automatiquement ça vous crée aussi une courbure sur l'autre point. Et pareil, si de l'autre côté je veux également une courbe, je peux maintenir le clic et hop, je déplace ma tangente et ensuite avec la poignée ici je peux changer la puissance de la courbe. Alors vous voyez que si je décale ma tangente ici, vous voyez, j'ai mes points qui se transforment, qui deviennent mauve pourpre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si je relâche le clic, les deux poignées sont liées. C'est-à-dire que maintenant, si je prends cette poignée et que je la déplace, l'autre se déplacera en même temps. Vous voyez ? Donc ça crée une continuité au niveau de la courbe de ce point-là. Voilà, donc tout simplement, à partir du moment où votre primitive a été convertie en courbe, vous pouvez, grâce à cet outil nœud, déplacer vos points d'ancrage et donc, en vous mettant à côté du point, créer des tangentes pour créer des courbes tout simplement sur vos points. Alors, je vais revenir sur le rectangle. Vous avez sous l'outil nœud, on va en parler maintenant, l'outil transformation de points. Alors l'outil transformation de points, il va vous permettre tout simplement de redimensionner et déplacer votre objet. Alors vous me direz, on peut déjà le faire avec le cadre de sélection de base quand on est sur l'outil déplacer, c'est vrai, sauf que là vous pouvez changer l'origine de la transformation, c'est-à-dire que je peux prendre ici le point qui est au centre de l'objet, dire je vais le décaler par exemple ici, et à ce moment-là, si je prends ce point et que je le déplace, ça me permet de transformer, c'est-à-dire d'agrandir ou réduire ma forme, mais par rapport à ce point central là, en fait. Donc je peux aussi, vous voyez, faire une rotation et autour de ce point. Ce qui veut dire que si je le mets à l'extérieur, à ce moment-là, la rotation se fait autour de ce point-là, enfin la transformation. Voilà, c'était histoire d'en parler rapidement. Je sais pas s'il y a un gros intérêt à utiliser cet outil-là. Vous avez ensuite donc sous l'outil nœud, l'outil angle. Alors lui il va vous permettre, si vous partez ici d'un point, tout simplement d'arrondir ce côté-là. Très pratique. Et vous pouvez pour chaque côté avoir une valeur d'arrondi différente.
Alors au passage aussi, avec cet outil, vous sélectionnez plusieurs points. Hein. Par exemple, je vais tous les prendre, j'ai maintenu le clic et j'ai fait un cadre de sélection. Et que vous déplacez, à ce moment-là, vous voyez que ça s'applique aux 4 points sélectionnés simultanément, pour avoir les mêmes valeurs tout simplement d'arrondi. Alors vous pouvez aussi d'ailleurs passer par la partie supérieure ici, et au niveau du rayon, saisir le rayon souhaité précisément. Par exemple, si je mets 4, moi je vais avoir 4 cm à ce moment-là de rayon pour l'arrondi. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que vous pouvez à partir de là modifier le type le type d'arrondi, si c'est vers l'intérieur, vers l'extérieur, si c'est du biseau, ou si c'est, alors ils appellent ça la découpe, voilà. Donc voilà, ça c'est cet outil angle qui permet pour chaque point de votre forme de pouvoir modifier tout simplement, créer ou modifier un arrondi sur ce point-là. Alors on va également parler de quelque chose d'important. Donc j'ai sélectionné mon objet avec l'outil déplacer. Donc au-delà effectivement de la forme de ces points et de son remplissage, on a également le trait. Alors le trait, c'est ce qu'on appelle aussi le contour de la forme. Vous voyez que là on a un trait qui de base est noir, mais qui pourtant n'apparaît pas. Alors la couleur, effectivement, c'est par cette case-là qu'on peut la changer. Je vais mettre par exemple un trait bleu. Vous voyez qu'il n'apparaît toujours pas. Alors pourquoi ? Parce que en réalité il y est, mais il est très fin. Je zoome beaucoup pour commencer à voir apparaître ce tracé-là, ce contour. C'est tout simplement parce que son épaisseur voilà, est trop petite. Alors l'épaisseur, vous l'avez juste à côté de la case de couleur. Elle est ici. Et d'ailleurs, il y aura d'autres options à l'intérieur. Donc là, on me dit que le trait fait 0,2 points, ce qui est très petit. Donc si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir d'autres options disponibles dans cette palette-là. Alors déjà, le style, premier bouton, c'est pour retirer complètement le contour, c'est-à-dire aucun contour. Deuxième style, c'est le trait continu, c'était le cas par défaut, on a un trait visible continu. Alors d'ailleurs, pour mieux voir la chose, je vais directement en dessous changer la largeur. On va mettre quelque chose de plus important, donc là vous voyez apparaître maintenant ce trait. Donc là, ça c'est le style ligne unie. Vous avez ensuite le style pointillé, et on verra qu'on pourra définir les valeurs des pointillés, des espacements de pointillés. Et vous avez ensuite le style ligne texturée. Et ça pareil, on verra ça un petit peu plus tard quand on parlera des contours de forme. Donc je vais rester sur ligne unie pour le moment. Donc on a la largeur. Les extrémités, vous ne pourrez voir ce que ça donne que sur un tracé qui n'est pas fermé, c'est-à-dire pas sur une forme en gros. Mais si je vous fais donc un tracé simple, vous allez pouvoir voir en quoi ça consiste. Donc vous voyez que là on a des extrémités qui sont arrondies au niveau de mon trait, alors que là on aurait quelque chose qui serait sans arrondi, et là on aurait la même chose mais dont l'épaisseur déborderait du coup du point d'ancrage, de la valeur de la largeur définie ici. Voilà, donc ça n'est visible, cette notion d'extrémité, que si le tracé n'est pas fermé. Vous avez ensuite la notion d'angle, donc pareil, on est sur quelque chose qui est, si j'avais pas changé en amont, hop, l'arrondi, avec cet outil-là, donc l'outil angle. Donc je vais reprendre tous les points et je vais remettre tout ça à 0 pour qu'on se rende mieux compte de la chose. Donc voilà, effectivement, vous voyez que là on a des petits arrondis au niveau du contour. Et on pourrait très bien mettre des biseaux à la place, donc on n'a pas un arrondi, on a quelque chose qui est coupé, ou carrément mettre quelque chose d'anguleux et pas arrondi. Vous avez ensuite l'alignement du contour. De base, le contour se met à cheval entre l'intérieur et l'extérieur de la forme. Vous pouvez autrement le mettre à l'intérieur complètement de la forme, donc il part vers l'intérieur, ou à l'extérieur, c'est-à-dire que vous avez votre forme ici, et c'est à l'extérieur que se positionne le contour. Je vais remettre ça au centre, donc si vous remettez ça au centre, voilà, ça se répartit entre l'intérieur et l'extérieur.
Et à ce moment-là, l'ordre a une importance, puisque là, de base, on est sur un contour qui est au-dessus du fond. Et si vous choisissez cette première option, on aura l'inverse, on aura le contour, le trait qui sera derrière à ce moment-là le fond. Ce qui fait que derrière le remplissage. Ce qui fait que du coup, on voit pas ce qui serait parti vers l'intérieur, puisque c'est derrière. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de le manipuler? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça existe. Alors vous avez ensuite la gestion des flèches avec début et fin. Alors là, pareil, vu qu'on est sur une forme fermée, ça n'a pas trop d'intérêt, mais en tout cas, voilà, vous voyez que ça applique une flèche au début et à la fin de votre tracé. Plus pertinent, encore une fois, si on a juste un trait. Et à ce moment-là, effectivement, je peux mettre en début donc de trait, par exemple, qu'est-ce qu'on va mettre? Un carré peut-être. Et à la fin, on va mettre une flèche fermée. Voilà. Voilà ce que ça peut donner pour un tracé non fermé. Ça peut être intéressant à ce point-là quand on crée un organigramme ou quelque chose de ce type-là. Donc voilà de base pour la notion de trait. Et si vous activez en plus les pointillés, vous pouvez gérer en dessous la largeur de vos pointillés. Par exemple, je vais mettre 20. Oh, c'est peut-être trop gros. Je vais mettre 10. Et la largeur des espacements entre vos pointillés, je vais également mettre 10. Alors ça va être beaucoup du coup, vous voyez qu'on a 10 de pointillés, 10 d'espacement, 10 de pointillés, 10 d'espacement, etc. Donc si je mets 4 et 4, hop, voilà ce que ça peut donner. Et vous avez ensuite ici la partie phase, ça vous permet de décaler le démarrage de vos pointillés. Vous pouvez repositionner comme ça les pointillés au niveau du contour. Donc voilà pour ce qui est de la gestion du trait, donc du contour que vous pouvez appliquer à vos différentes formes. Alors je vais maintenant créer une forme circulaire, donc c'est la forme elliptique. Donc voilà, soit je trace l'ellipse et après coup je redéfinis ses caractéristiques, ou ce que je peux faire c'est prendre l'outil ellipse, directement changer ici par exemple son remplissage et les caractéristiques de trait, avant de faire le traçage. Et à ce moment-là, je vais tracer une ellipse qui aura ces caractéristiques-là. Alors, je vais retirer aussi la partie flèche. Et regardez. Voilà. Je crée une ellipse avec les caractéristiques que j'ai prédéfinies. Alors d'ailleurs, je vais mettre un petit peu plus qu'un point. Voilà. La manipulation après se fait de la même manière que pour le rectangle, donc outil déplacement pour déplacer l'objet, avoir le cadre de sélection, le redimensionner, lui appliquer une rotation si vous le souhaitez. Toujours l'outil nœud qui ne sera effectif qu'après avoir converti ici votre forme en courbe, ce qui vous permet de faire apparaître les points d'ancrage et donc de pouvoir les déplacer si vous le souhaitez, et donc retoucher les tangentes permettant de créer les différentes courbes. Donc voilà, vous voyez, c'est la même chose, sauf que là il y a des courbes prédéfinies forcément sur des ellipses. Donc en gros vous retrouvez des manipulations similaires mais sur une autre forme. Alors rapidement, l'outil rectangle arrondi, je fais un rectangle arrondi. Donc les caractéristiques idem, remplissage, tracé, etc. Alors vous avez en plus quelque chose d'intéressant ici, à savoir la valeur de l'angle, donc vous pouvez faire varier à partir de là, que vous pourriez également faire varier dynamiquement en utilisant le point qui se trouve ici également. Et si vous voulez avoir des arrondis différents en fonction du côté, à ce moment-là il faut décocher ici rayon simple. Vous voyez qu'il vous a décomposé SG, ça veut dire supérieur gauche, SD supérieur droit, IG inférieur gauche, ID inférieur droit.
Donc si je choisis ici de modifier ça, l'idée, c'est cet angle-là que je change tout simplement en termes de valeur. Ou alors, encore une fois, vu que vous avez décoché rayon simple, vous avez à ce moment-là 4 points orange, chaque point permettant de régler l'arrondi du côté manipulé. Et toujours pareil, si vous souhaitez pouvoir manipuler derrière avec l'outil nœud les points de votre forme, il faut d'abord la convertir en courbe pour pouvoir trouver ces points-là et à ce moment-là les déplacer, modifier les courbes si c'est nécessaire, etc., etc. Alors en tout cas, ce que vous voyez là, c'est qu'on a plusieurs formes qui sont présentes, que je peux déplacer grâce à l'outil déplacement, ça c'est pas un souci. Mais vous voyez surtout que c'est la dernière forme tracée qui est la plus en premier plan. C'est-à-dire que là, j'ai cette forme qui est au-dessus de celle-là, qui elle-même est au-dessus du rectangle. Donc sachez que vous pouvez à tout moment changer l'ordre de vos formes au niveau des plans, grâce à plusieurs options. Alors la première consiste à dire je fais un clic droit sur l'objet que je souhaite déplacer et ensuite je vais dans organiser et là j'ai plusieurs options. Placer devant pour mettre au tout premier plan la forme, alors là c'est déjà le cas donc c'est pas accessible. Déplacer vers l'avant c'est déplacer d'un plan vers l'avant. Déplacer vers l'arrière c'est déplacer d'un plan à chaque fois vers l'arrière. Donc si je le fais maintenant, cette forme sera derrière la forme jaune, mais toujours au-dessus de la forme rose. Je ne l'ai décalé que d'un plan vers l'arrière. Alors j'annule la manip. Alors, vous pouvez faire ça en passant par édition annulée ou CTRL Z avec le raccourci clavier. Et autrement, toujours dans clic droit organisé, si vous faites directement placer derrière, cette forme se mettra le plus en arrière-plan possible. Donc elle sera complètement derrière, et même derrière donc le rectangle rose. Donc ça c'est la première méthode, faire un clic droit, organiser, et faire des déplacements de cette manière-là. Vous avez des raccourcis clavier qui sont associés aussi. Autrement, vous pouvez également passer par calque et organiser, on a exactement les mêmes options. Et l'autre solution, c'est de passer par les calques, la palette calque que vous avez ici à droite, et vous avez ici déjà l'organisation avec les différents plans. Donc là, ce calque-là est au-dessus, donc c'est celui qui est le plus au premier plan de l'ensemble. Donc du coup, ma forme qui est ici est sur le calque qui est le plus en bas, donc qui est le plus en arrière-plan, donc je peux tout simplement prendre ce calque, le mettre par exemple au-dessus du calque avec la forme jaune, auquel cas je refais passer le calque au premier plan et donc l'objet au premier plan de l'ensemble. Voilà, vous avez ces deux manières de faire. Clic droit organisé ou calque organisé, ou alors passer par la palette calque. Alors vous pouvez aussi grouper des objets, si vous souhaitez déplacer un ensemble d'objets par exemple, ou transformer un ensemble d'objets. Vous voyez que de base, si je clique sur un élément, c'est cet élément-là qui est sélectionné et déplacé. Donc si vous voulez déplacer un ensemble, vous pouvez donc encore une fois créer un groupe. Alors pour ça c'est très simple. Là, si je veux grouper par exemple cette forme bleue avec la forme jaune. Alors, vous prenez la première forme, ici la bleue, vous maintenez ensuite la touche Shift ou mâche temporaire enfoncée, et vous cliquez sur le deuxième élément à rajouter au premier. Donc là vous voyez que j'ai les deux qui sont sélectionnés. Je pourrais d'ailleurs, toujours en maintenant la touche Shift, cliquer sur cet objet-là, auquel cas celui-ci rejoint les autres éléments déjà sélectionnés. Donc là j'ai 3 éléments sélectionnés, ce qui fait que si maintenant avec mon outil déplacement je maintiens le clic et je déplace, c'est les 3 éléments sélectionnés qui se déplacent. Ceci dit, j'ai toujours pas créé un groupe. Je suis toujours, si je clique à l'extérieur pour désélectionner, sur des éléments distincts, pas groupés. Donc si vous souhaitez créer un groupe, vous faites la même chose que tout à l'heure, vous maintenez Shift et vous cliquez sur les différents éléments qui doivent constituer le groupe, ou dans ce cas présent, vous faites un cadre de sélection qui va englober les objets à sélectionner,
Et ensuite, vous créez le groupe. Vous avez plusieurs manières pour ça, soit par l'intermédiaire du bouton grouper, soit via un clic droit grouper, ou encore le raccourci clavier CTRL-G. C'est-à-dire vous maintenez la touche CTRL et vous appuyez sur G. À ce moment-là, vous voyez que si je désélectionne en cliquant à l'extérieur, et puis que je déplace un des éléments, en fait, vous voyez que c'est le groupe entier, à ce moment-là, qui se déplace. J'ai créé un groupe avec ces 3 objets. Ça apparaît au niveau des calques avec maintenant plus qu'un seul calque, qui s'appelle maintenant groupé, qui regroupe les 3 formes. D'ailleurs, je peux, via la petite flèche, toujours retomber sur mes éléments individuels. Voilà. Le groupe ou, hop, l'élément voulu à l'intérieur du groupe. Alors ce qui peut se faire aussi en double-cliquant sur l'objet du groupe qu'on souhaite manipuler. Alors, si je double-clique sur la forme jaune, c'est elle à ce moment-là que je manipule individuellement dans le groupe. Et puis si vous voulez plus du groupe, il faut tout simplement dégrouper. Alors, vous pouvez de la même manière qu'on a groupé, faire un clic droit et choisir dégrouper. Ça y est, on n'a plus de groupe. On retrouve nos calques et nos objets séparés. Alors les autres formes qu'on a ici fonctionnent de la même manière, sauf qu'on aura des options spécifiques à certaines formes. Là par exemple pour le triangle, on a la notion de sommet par exemple. Si j'avais choisi l'outil polygone, on aurait eu le nombre de côtés. Hein. Donc là je crée un polygone et derrière je peux dire tiens, il va avoir X côtés, 18 côtés par exemple. Et voilà, donc ça c'est à tester. Et vous aurez des outils, vous aurez des options spécifiques à ces formes-là. Donc voilà pour ce qui est de la création d'un nouveau document et l'utilisation des formes primitives donc d'Affinity Designer. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.